Et il a écrit de nombreux ouvrages. Je vais citer Les francs-maçons sous l'occupation entre résistance et collaboration, qui était paru chez Albin Michel, et Le décodeur des expressions franc-maçonniques, paru chez First. Et ce qui est l'objet de notre entretien aujourd'hui, Ce que la République doit aux francs-maçons, qui a été édité en 2020 et qui vient d'être réédité en 2021. Alors, j'ai une première question, Emmanuel. C'est vrai qu'au XVIIIe siècle, les francs-maçons ne font pas de planches. À partir de quel moment, enfin ça va un peu introduire notre sujet, à partir de quel moment les francs-maçons font des planches et vont s'investir un peu dans le champ social et réfléchir justement à des questions qui vont toucher la société? Alors, bonjour à tous. Est-ce que le micro est utile pour moi ou pas? Je prends le micro ou je continue sur le même ton? Vous m'entendez, mes frères, mes sœurs ou chers amis, s'il y a des profanes évidemment dans la salle? Parfait. Parce que quand on a un micro pour deux, c'est plus pratique. Voilà, tout va bien. Sinon, je l'utilise. Mais c'est comme les salles d'audience, pardon, les temples maçonniques, c'est toujours mal fichu. Il vaut mieux généralement compter sur ses propres, ses propres cordes vocales. Bonjour à tous d'abord. Merci de préférer passer un petit bout de votre samedi après-midi ensoleillé à l'île et Ronchin dans ce temple qui ouvre de midi à minuit, mais qui nous accueille à 14h. Et de passer ce petit moment avec nous. Donc je suis Emmanuel Pierrat, je remercie infiniment Hélène Cuny, Maçonica, Patrick, toute l'organisation et voilà, cette magnifique région de Hauts-de-France où moi je viens souvent avec plaisir, en étant un abominable avocat parisien, mais qui aime le Nord, voilà. Et qui dit encore le Nord d'ailleurs, les Hauts-de-France je l'ai dit pour la forme. Merci à tous d'abord, merci donc à l'organisation de nous accueillir et merci de nous accueillir aussi dans un jour que je crois que ce n'était pas programmé pour, mais qui est quand même le triste anniversaire de la décapitation de Samuel Paty, ce qui ne me paraît pas complètement anodin ou sans rapport avec ce que la République, la franc-maçonnerie peuvent avoir comme lien et comme chose à dire aujourd'hui à la société française, à quelques 6 mois d'une élection présidentielle notamment, dans laquelle je pense qu'il y a des enjeux de valeurs républicaines, de laïcité, de capacité à vivre ensemble en étant dignes dans des principes qui sont chers aux maisons qui nous abritent. Je jouais tout à l'heure avec les lumières parce que, ayant été vénérable plusieurs fois, mais notamment au Grand Orient de France auquel j'appartiens, la tentation est toujours grande quand on est à ce plateau, au premier maillet, de jouer en allumant le soleil, la lune. C'est quand même le vrai pouvoir des francs-maçons, c'est de faire tourner les astres dans un carré long. Au-delà de ça, merci Hélène pour tes questions et cette présentation. Les francs-maçons au XVIIIe siècle ne sont pas, on va dire, des francs-maçons tels qu'on les voit aujourd'hui ou tels qu'on aimerait les voir aujourd'hui. Les francs-maçons du XVIIIe siècle sont d'abord une société de sociabilité, une société, on va dire, d'un certain rang social où les uns et les autres ont pour coutume de se fréquenter, de se retrouver en loge, à l'abri des vicissitudes de la religion, à l'abri, on va dire, d'un certain nombre un certain carcan, mais ce n'est pas non plus les ateliers du premier Grand Orient ne sont pas non plus, parce qu'il y a un Grand Orient jusqu'à quasiment la Révolution, avant que ne naissent d'autres obédiences, etc. Moi, j'appartiens à une loge qui s'appelle Montmorency-Luxembourg, que j'ai créée il y a quelques années au Grand Orient après avoir quitté ma loge mère, et elle porte le nom du premier administrateur du Grand Orient de France, le duc de Montmorency-Luxembourg, qui était grand maître adjoint, donc de monsieur frère du roi, qui était officiellement le grand maître. Montmorency-Luxembourg, pour votre information, a quitté la France le 15 juillet 1789, pensant que les temps devenaient compliqués pour un aristocrate de son rang. Donc la franc-maçonnerie du XVIIe siècle n'est pas faite que de grands idéaux, de grands frères investis dans le progrès des sociales, les idées, la nécessité de travailler, de rédiger des planches. Nous sommes face à un XVIIIe siècle qui n'est pas alors uniquement égal et on va dire homogène, mais dans lequel globalement on vient en loge comme lieu de sociabilité. La semaine dernière, j'étais au Havre pour donner des conférences sur Flaubert et le bicentenaire. Il n'y voyait aucun maçon. J'écris un peu sur la littérature, enfin j'écris beaucoup, mais notamment sur la littérature et la franc-maçonnerie. Et il y a au Havre un très joli endroit qui s'appelle la Maison de l'Armateur, qui est une très belle maison d'armateur du XVIIIe siècle, qui a été maçon, qui a été aussi marchand d'esclaves. Donc, qu'on va dire pas nécessairement un modèle de progrès social non plus, ami de l'abbé Raynal,
Et ce qui est intéressant, c'est de voir sa vie en loge. Il y a son tablier de Chevalier d'Orient, exposé par la ville de Havre, au rez-de-chaussée de cet endroit magnifique que je vous invite à voir, qui est vraiment un endroit d'architecture exceptionnel, très beau, avec un salon, une bibliothèque, un cabinet de lecture. Mais on voit bien dans ce qui intéressait l'armateur du Havre n'était pas, on va dire, la progression des idées. On a là, typiquement, un grand bourgeois, un bourgeois important, qui n'est pas un noble, qui cherche une certaine ascension sociale par le négoce, par le commerce, fréquente des notables qui se piquent de lire et d'avoir quelques divertissements autres que religieux, mais quelqu'un chez qui, on va dire, le progrès social, les idées progressistes s'arrêtent ou en tout cas ne franchissent pas le seuil. Je n'y voyais pas un jugement moral, juste un constat. Hein. On peut y voir évidemment un jugement moral, heureusement, mais un constat. Il y a donc une autre franc-maçonnerie qui naîtra bien plus tard, qui est une franc-maçonnerie relue à partir du 19e siècle, qui, elle, se penche sur le travail, sur la nécessité de faire des planches, sur la nécessité de répandre à l'extérieur les valeurs que nous avons acquises dans les temples, et qui, on va dire, mettra en avant le pan que moi je trouve intéressant dans la franc-maçonnerie, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Ce n'est pas un pan exclusif, mais le pan qui, moi, m'a fait rentrer en loge, qui est véritablement essayer d'améliorer notre sort et celui de l'humanité. Il y a donc, au XVIIIe siècle, peu de travaux, peu de planches. Il y a des frères, en revanche. Il n'y a pas beaucoup de sœurs, hein, comme vous le savez, au XVIIIe siècle. Voilà, les loges d'adoption sont une chose qui arrive plus tard, et la franc-maçonnerie de plein exercice chez les femmes n'arrivera que bien plus tard. Mais il y a néanmoins, au XVIIIe siècle, des frères intéressants qui portent des idées, qui sont frères, et qui portent des idées à l'extérieur très intéressantes. Puisqu'on célèbre le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, l'autre frère Guillotin, par exemple, au XVIIIe siècle, médecin pour le progrès, et pour abréger les souffrances des condamnés, inventant donc la guillotine, qui peut nous sembler aujourd'hui comme une horrible barbarie, heureusement, et à mon confrère Badinter et à moi-même, mais qui, au XVIIIe siècle, est un progrès face à l'écartèlement et à la nécessité de faire souffrir le condamné ou le supplicié pendant de longues minutes pour arriver à le faire passer de vie à trépas et l'enlever de la société. Le frère Guillotin, donc, est dans le progrès social et très assidu en loge. Les frères qui élaborent peu à peu l'idée selon laquelle la crémation, par exemple, serait une façon de terminer ou de passer à l'Orient éternel plus intéressante que les sacrements de l'Église et la nécessité d'avoir une concession dans un cimetière, d'autant plus que le cimetière au XVIIIe siècle n'est pas les grands cimetières urbains tels qu'on les connaît ensuite au XIXe siècle, construits à Paris comme le Père-Lachaise, Montmartre, etc. Il y a des cimetières qui coûtent cher, des cimetières par lesquels, évidemment, les sacrements ou les dernières cérémonies sont obligatoirement religieuses. Et pour des esprits éclairés, des esprits qui se veulent débarrasser du carcan religieux, la crémation est une façon de supprimer le monopole de l'Église. Et elle combattra très férocement cette idée totalement portée par les maçons, qui en feront finalement un fil rouge, si je puis me permettre cette expression, puisqu'on retrouvera cette idée jusqu'à un homme comme Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, dont j'ai écrit la biographie, qui a été grand maître de la Grande Loge de France dans les années 70 et dont les combats ont été de l'accouchement sans douleur, il est gynécologue, en passant par l'invention du planning familial, la contraception pour tous, l'avortement avec Simone Veil, et le dernier combat de sa vie, c'est la création en 1979 du droit de mourir, de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, aujourd'hui présidée par Jean-Luc Reméro, et qui faisait un travail remarquable pour l'idée de finir dignement, reprenant ce travail selon lequel, de la crémation jusqu'à on va dire, une forme de fin de vie choisie et maîtrisée, on doit sortir du carcan idéologique religieux ou médicalo-religieux, tel qu'il a pu l'être quand les médecins disaient « tu enfanteras dans la douleur », reprenant par là le dogme de l'Église. Donc il y a, au XVIIIe siècle, pardon pour cette très longue réponse, mais je crois que c'est un peu l'idée dans une conversation de 45 minutes, il y a des individualités qui portent des idées très fortes, mais qui ne sont pas des idées qui prospèrent en loge. Ce sont des idées dont ils font état en loge un petit peu, mais qu'ils portent plutôt par le milieu social auquel ils appartiennent, les lettres, l'encyclopédie, et ainsi de suite. On trouvera après, évidemment, des choses très intéressantes qui mûriront au moment de la Révolution française. Vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ce que la République doit à la franc-maçonnerie ». Elle peut aussi s'appeler « Et ce que la République ne lui doit pas », sous-titré. La Révolution française n'est pas une révolution maçonnique,
Montmorency, Luxembourg et d'autres sont de l'autre côté de la barrière, comme pendant la Commune. Hein. Nos frères seront divisés en deux camps. Mais en revanche, on trouve dans la Révolution française des acquis maçonniques portés par des frères. Le plus beau que vous connaissez, parce qu'il est souvent représenté dans les temples, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, écrite dans différentes versions par les frères Sieyès, Mirabeau, Lafayette, et qu'on peut considérer comme le véritable acquis ou apport de la franc-maçonnerie durant la Révolution au sort de l'humanité, et qui est toujours une chose très importante, puisque c'est un socle juridique sur lequel nous plaidons toujours, moi comme avocat, sur lesquels nous faisons toujours avancer les droits pour l'égalité. Il est visé au préambule de la Constitution de la 4e et de la 5e République, donc c'est un bloc qui appartient au droit français et qui nous permet encore de temps en temps de combattre l'obscurantisme quand il se manifeste sous la forme d'un procès. Voilà, donc pardon pour encore une fois cette longue réponse, Hélène, mais il faudra attendre, je pense, le 19e siècle pour voir une franc-maçonnerie organisée, collective, porteuse de valeurs répandues, on va dire, par un ensemble de frères et puis ensuite de sœurs qui se sentent en mission. Ainsi. Okay. Alors justement, c'est là qu'intervient en fait un peu le schisme entre la maçonnerie anglaise et la maçonnerie française. C'est vrai qu'au XVIIIe siècle, les deux maçonneries se ressemblent. Les Français comme les Anglais ne travaillent pas sur des sujets de société, voilà, sauf à titre individuel, comme tu viens de le dire. Et à partir du XIXe siècle, il y a vraiment un schisme qui s'opère, une rupture qui s'opère avec la maçonnerie anglaise, et la notion de philanthropie va apparaître. Et avec elle, alors il faudra plusieurs décennies et puis arriver jusque finalement le milieu et la fin du XIXe siècle, la notion de progrès social. Alors comment les francs-maçons vont s'emparer de ces thématiques, et à partir de quand vont-ils être un peu force de proposition et s'ancrer dans la réalité et agir dans le champ vraiment social? Il y a plusieurs 19e siècles. À regarder, évidemment, pendant la Révolution française, la franc-maçonnerie est atone. Tous les ordres, quels qu'ils soient, sont dissous. L'ordre des avocats, les ordres maçonniques, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une sorte de privilège ou une caste est aboli. Hein. Et on verra se reconstituer que très 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 lentement l'idée de reprendre le travail dans les loges, plus la désorganisation, hein, tout simplement de la société. Le fait que toute la province est montée à Paris, la province qui réfléchit, qui veut bouger, hein, est montée à Paris. Beaucoup d'intellectuels, ou de forces puissantes de la maçonnerie sont en exil, encore une fois. Hein. C'est très 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 bouleversé. Donc les travaux ne reprendront que peu à peu, et leur avènement, leur reprise sera véritablement, on le sait, facilitée par l'empereur, en tout cas par Bonaparte, dans différentes phases, qui n'est pas maçon, hein, ne délirons pas sur les pyramides et le voyage d'Égypte, mais qui est entièrement entouré de francs-maçons, et qui voit une façon de faire passer certaines idées, et une façon aussi de contrôler ces esprits susceptibles à tout moment de se rebeller ou d'être récalcitrants face au pouvoir. C'est une vieille collusion, hein, que nous avons. Dans la loge où moi j'ai reçu la lumière, franc-maçon s'est présenté à moi, que je connaissais un petit peu par les palais de justice. Il me dit: tu m'as reconnu, je suis le flic des RG qui suit plusieurs de tes clients politiques. Je suis formidable, bonjour mon frère, j'ai vraiment très donné de recevoir la lumière. C'était un maçon déjà éprouvé, de 7 ans et plus, et qui me dit: tu vois, ici, tout le monde sait que je suis flic au RG, parce qu'ici, il y a beaucoup de politique dans cette loge. Alors comme ça, je vais faire passer le message selon lequel il ne se passe rien de séditieux. Donc, et il dit: moi, ça me permet de continuer à maçonner, et puis d'assurer ici, au Grand Orient, une certaine stabilité, ou en tout cas un regard plutôt bienveillant de la part du pouvoir. Ça m'avait semblé un peu décoiffant, mais c'est ce qu'on retrouve en réalité. Napoléon incite très vite les rédacteurs du Code civil, tous les savants qui partent en Égypte, Vivant de Nom qui fait le Louvre, tous ces gens sont francs-maçons, tous ces gens œuvrent dans le sens d'une forme de progrès et de construction d'un idéal humaniste un peu tourné vers l'Orient, vers la construction, beaucoup de choses. Mais ils ne sont pas encore dans l'idée selon laquelle il va falloir construire collectivement. Hein. Ce sont beaucoup de gens qui se sont réunis dans les loges militaires, en campagne avec l'empereur. Ce sont des gens qui se parlent de la science, des avancées. Ce sont des gens qui ont été, notamment pour beaucoup, dans la loge des Neuf Sœurs, qui est la dernière très grande loge, très belle loge
pré-révolutionnaires, celle dans laquelle est initié Voltaire, celle que préside notamment, pardonnez-moi, Benjamin Franklin, celle dans laquelle ont été Lafayette, celle dans laquelle est Cuvier, celle dans laquelle est Charles Perrault, celle dans laquelle se retrouve tout ce qu'il y a de plus beau dans l'esprit des Lumières. Donc scientifiques, lettrés, politiques, Mirabeau. Et ces gens se retrouvent embarqués dans l'aventure napoléonienne, mais par catégorie d'intérêt, les arts, les sciences, les lettres, l'armée, mais ils ne forment pas un ensemble homogène construisant quelque chose qui porte la franc-maçonnerie comme constructrice de valeurs. Évidemment, la Restauration comprendra néanmoins que les francs-maçons sont du côté de l'empereur, et évidemment, le coup sera très rude. C'est la première vraie grande volonté de réprimer la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, elle est plus ou moins bien vue pendant tout le XVIIIe siècle. À Versailles, il y a quand même la loge des petits appartements. À Versailles, il y a quand même beaucoup de choses. Louis XV a été initié, Louis XVI ne l'est pas, malgré les rumeurs. C'est assez partagé, mais c'est globalement quelque chose qui est proche du pouvoir, mais sans plus. Sous la Révolution, ça disparaît, pour des raisons que j'ai expliquées. Sous l'Empire, ça renaît pour des raisons de maniement politique et puis d'intérêt mutuel. Et sous la Restauration, c'est la première répression. C'est la première répression parce qu'on a là ou des révolutionnaires ou des bonapartistes. Donc il est hors de question pour Charles X, il est hors de question pour Louis XVIII d'avoir proche du pouvoir des gens qui appartiennent aux loges et portent des idées qui amèneront évidemment ensuite alors il y a beaucoup de choses, mais notamment pour faire un grand saut dans l'histoire à la Seconde République, à la Deuxième République. Donc il y a une répression très forte et la fermeture des loges, qui sera la première. La deuxième grande répression, vous la savez malheureusement, elle est assez proche de nous, c'est celle de Vichy. Et c'est celle des lois du maréchal Pétain contre les sociétés secrètes et puis qui serviront de modèle aux lois contre les juifs, tout simplement. Il faut attendre donc peu à peu que le 19e siècle se décante pour voir arriver finalement sous la Deuxième République, puis sous le Second Empire, malgré les reproches qu'on peut lui faire, puisque je parlais la semaine dernière, donc, encore une fois au Havre, du bicentenaire de Flaubert, poursuivi en 1857 avec Charles Baudelaire et Eugène Sue par le procureur impérial Pinard, pendant que Victor Hugo, fils de l'automne, fils de maçon, enfin l'automne, est en exil aux îles Anglo-Normandes. Donc un pouvoir qui d'un côté vante les fastes de l'Opéra Garnier, de Biarritz, des stations balnéaires, de Deauville, bénéficie de l'allumage des réverbères, Paris-Ville-Lumière, etc. Et de l'autre côté est un pouvoir qui n'aime pas que l'on montre une société paupérisée, l'industrialisation qui met les enfants au travail, pour la première fois de façon, on va dire, systématique, une société qui a plusieurs castes et plusieurs vitesses. Mais néanmoins, une société dans laquelle la maçonnerie reprend force et vigueur et s'organise et s'installe et s'émancipera de la maçonnerie britannique pour de bon. Elle l'a déjà fait, plusieurs reprises. Il y a des tentations importantes et puis des tentations qui ont beaucoup lieu aussi en raison des conflits nationaux, des guerres. La suite de la Révolution, c'est surtout la guerre à l'intérieur de l'Europe. La suite du XIXe siècle, c'est au-delà des campagnes napoléoniennes, c'est le conflit et la ruée sur les colonies. Et ce sont les conflits. On verra la franc-maçonnerie indienne, par exemple, se détacher du Raj britannique, tout en étant à l'intérieur du Raj britannique dès le début du XIXe siècle. On verra, par exemple, les maçons indiens accueillir dans leur loge des hindous, des musulmans, des parsis, des sikhs, alors que la maçonnerie anglaise, avec des loges anglaises, elle s'y refuse. Vous avez des gens et puis une sorte de schisme déjà à l'intérieur d'un côté Kipling, beaucoup plus tard, qui montrera la diversité extraordinaire dans le poème Ma loge mère, et de l'autre côté une maçonnerie anglaise qui reste très conservatrice, n'accepte pas les femmes, et puis se tournera parfois, quand elle parle à la société, vers le charity business, on va dire, vers le caritatif. Donc la maçonnerie française, évidemment, c'est pas à vous que je vais faire un cours sur le moment où elle va révoquer la vocation du Gadlut, en tout cas au Grand Orient, et le grand schisme. Ce qui est intéressant au-delà de ça, ce sont les idées qui sont portées par la maçonnerie et qui se mettent en place, surtout évidemment pendant la Troisième République, mais qui commencent déjà à se dessiner avant. Ces idées, elles sont assez simples. Vous en connaissez, évidemment les lois Ferry, l'instruction laïque obligatoire et gratuite, et pour les filles et pour les garçons, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. C'est important, c'est trois séries, c'est trois couches, c'est de la toute petite enfance jusqu'à la fin de son éducation comme jeune homme ou comme jeune femme. C'est la mutualité, par exemple, qui est une chose qui paraît aujourd'hui un tout petit peu sous l'air d'une publicité un peu idiote pour les mutuelles, mais c'est quand même quelque chose de très important socialement comme avancée. C'est la liberté d'association,
qui sera sanctionné par la loi ou porté par la loi en 1901, mais qui existe déjà grâce aux idées maçonniques et à l'idée selon laquelle, puisque les loges sont des associations, on va pouvoir se réunir et on va pouvoir voter. La franc-maçonnerie, elle porte quand même cette idée magnifique, celle du XVIIIe siècle, selon laquelle tout le monde vote dans une loge. Ce qui est assez le seul endroit où l'on vote, où c'est la majorité qui l'emporte. Avec une majorité qu'il faudrait sans doute parfois revoir. Quand 4 boules noires valent une boule blanche, peut-être qu'il faut s'interroger sur le sens de notre démocratie, où c'est un petit dysfonctionnement parfois. Mais il y a évidemment l'arrivée aussi de l'union libre, du divorce par consentement mutuel, qui sont des inventions de la maçonnerie du XIXe siècle. Le service militaire en est une autre, avec ses torts et ses bénéfices. Mais le service militaire qui permet d'attraper toute une tranche d'âge de jeunes gens, et puis de faire leur éducation s'ils sont illettrés, de leur mettre une cohésion sociale, de leur montrer d'autres accents de France, de les mêler à la population. On verra aussi arriver le sou des écoles, qui est une façon de financer aussi l'éducation de tous. On verra arriver l'impôt sur le revenu, qui ne plaît pas à tout le monde, notamment cette saison. Moi, je vais t'en sortir ma feuille d'impôt, mais néanmoins, qui est quand même une invention formidable quand on croit à la nécessité de contribuer tous à une construction de ce que l'on appellera, nous, le service public, bêtement. Et il y a évidemment, au XIXe siècle, le célèbre décret du frère Crémieux, qui considère que les Juifs sont français, ou peuvent avoir la nationalité. Il y a évidemment tout ce mouvement aussi, porté par la franc-maçonnerie, qui titube au début, ne sait pas très bien le dire, mais qui finira par être le premier endroit, finalement, où sont admis les protestants, où sont admis les Juifs, où sont admis les musulmans, où sont admis les Noirs, alors que la société ne l'admet pas complètement. Du chevalier de Saint-Georges au XVIIIe siècle jusqu'à nos frères les plus porteurs de valeurs républicaines, émancipatrices au XIXe et au XXe siècle, ce que la franc-maçonnerie a apporté comme libérateur des Antilles, des Caraïbes, d'Haïti, d'Amérique du Sud, tout cela est une idée continentale, c'est-à-dire française de la franc-maçonnerie. Des Bolivars et des Martilles en passant par évidemment les Toussaint Louverture. Je schématise, vous me pardonnerez, je ne vais pas vous faire non plus un cours sur Victor Schœlcher, dont malheureusement les statuts tombent juste par manque de vue. L'assistance publique, le syndicalisme, voilà des choses qui naissent. La Banque de France, qui est important parce que c'est une façon de réguler, on va dire, la monnaie et d'éviter un certain nombre de spéculations. L'étatisation des chemins de fer. Voilà une chose très belle au XIXe siècle, qu'on a failli abandonner il n'y a pas si longtemps dans la République des services publics, mais l'idée selon laquelle le chemin de fer est un progrès social et que donc il doit être contrôlé par un service public et non pas laisser uniquement à la loi des marchands, à la loi de l'offre et de la demande, mais que ça doit être une façon de conquérir ou de rallier tout le territoire et de le connecter. Puisqu'on est dans le nord de la France, vous savez, ici, on trouve à des endroits où on pourrait être proche du fourriérisme sur les constructions, les patrons éclairés, le sort des ouvriers. Alors il y a de tout. Il y a depuis l'endroit où on tient tout le monde sous surveillance, et en même temps, il y a de l'autre côté, le Grand Ornu, par exemple, pour prendre quelque chose qui n'est pas si loin, qui est à la frontière ici, à côté de Mons, à la frontière belge, qui est absolument formidable quand on regarde ce qui s'y est fait. L'idée selon laquelle chaque famille aura un jardin, un potager, qu'elle pourra éduquer ses enfants, mettre les enfants à l'école sans avoir besoin de se priver ou de se compliquer la vie, etc. Il y a la construction du logement social, beaucoup de choses qui sont portées par une France maçonnique éclairée du XIXe siècle, dans laquelle la révolution industrielle s'accompagne quand même, pas uniquement des wagonnets et des mines pour les enfants, mais d'un autre côté, véritablement d'une possibilité de soigner les ouvriers et de les éduquer. Il y a les banques populaires, il y a l'assurance chômage, il y a plus tard évidemment la séparation des églises et de l'État, notre frère Groussier qui, quel que soit ce qu'on lui reproche aujourd'hui, invente le code du travail. Il y a des choses extrêmement formidables qui sont portées par un mouvement idéologique qui est celui de la maçonnerie entre 1870, enfin qui naît un peu avant, évidemment 1848-49, jusqu'à, on va dire, la fin de la maçonnerie très glorieuse, c'est les années 20, pour faire simple. Donc après on trouvera à nouveau des individualités, des choses extraordinaires qui naîtront grâce à la maçonnerie au XXe siècle, mais qui seront à nouveau le fait d'un homme ou d'une femme qui décide de dépasser le collectif pour aller porter des choses importantes. Évidemment, et je termine là-dessus avant de te redonner la parole, c'est par exemple, je n'en sais rien, l'abolition de la peine de mort que j'évoquais, ça n'est pas une chose maçonnique, mais elle est portée par des maçons. L'abolition de l'esclavage, elle est portée par des maçons, même si les maçons portent de l'autre côté beaucoup la colonisation.
mais ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qu'on peut regarder quand même avec un tout petit peu de débat aujourd'hui. Voilà, il y a, et puis donc au XXe siècle, comme je l'évoquais, le planning familial, la contraception, la loi Veil, etc., le mariage pour tous, puisque moi je fais partie de ceux qui ont beaucoup milité et qui ai mobilisé mon obédience, d'autres obédiences, et puis peu à peu, au-delà de celles qui étaient pour l'égalité des droits, il y a celles qui ont fini par accepter l'idée et puis se ranger aux côtés des autres délégations maçonniques lorsque les débats ont été compliqués et qu'un million de gens descendaient avec des idées plutôt viciées dans la rue pour manifester. Voilà. Il y a encore des débats, évidemment. Pardonnez-moi, je termine. Oui, je vais te laisser la parole, mais notre frère Jean-Louis Touraine, par exemple, qui a porté les lois sur la bioéthique, qui est membre du Grand Orient, éminent membre du Grand Orient, député de Lyon, a été au travail ces 3-4 dernières années, de façon importante. La PMA pour tous et toutes, surtout. Un certain nombre de débats très importants sur la fin de vie. Sont portés par des têtes de proue, je pense, des obédiences maçonniques. Donc, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est un mouvement aujourd'hui plus individuel et des obédiences qui suivent. Voilà, je suis passé vers directement au XXIe siècle. Mais je te redonne la parole, pardonne-moi. Alors justement, on s'intéressera un petit peu plus tard à la période vraiment contemporaine. Mais c'est vrai qu'en t'écoutant, voilà, on constate que les francs-maçons étaient à l'origine, ou en tout cas fer de lance, dans beaucoup de lois qui ont énormément contribué au progrès de notre société. Mais on s'interroge un peu sur le mode opératoire. C'est que forcément, il y avait des liens avec le pouvoir pour pouvoir faire arriver à toutes ces lois. Donc, qui sont ces maçons du 19e siècle et à l'aube du 20e siècle qui vont avoir cette capacité de la loge, faire arriver à la promulgation de lois pour tous? Qui sont-ils? Et comment opèrent-ils? Et est-ce qu'à un moment donné, je me prêche, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que, surtout pendant la Troisième République, est-ce qu'il n'y a pas eu une collusion justement entre maçonnerie et pouvoir sur justement un certain nombre de lois? Troisième République, c'est la République des francs-maçons. C'est aussi celle des avocats. Donc, mais c'est celle des francs-maçons, évidemment. C'est celle dans lesquelles, globalement, pour faire passer une idée, il vaut mieux être maçon. Enfin, il faut souvent, quand on passe, une belle idée passe, la maçonnerie vraiment est un instrument important, mais dans lesquelles ça ne se fait pas tout seul. C'est souvent un homme qui connaît, ou une femme, plus un homme, mais ça c'est juste à cause des aléas de l'histoire, évidemment, n'y voyez aucun grief contre nos sœurs. Mais ce sont d'abord donc un homme ou des individualités porteuses d'un savoir ou d'une science ou d'une compétence, véritablement, et d'une vision de la société, qui ensuite commence à tester ses idées à l'intérieur de la loge, rallie un certain nombre de personnes autour de lui, n'hésite pas à aller plancher dans les loges où se trouvent les relais du pouvoir, ramène à lui et agrège un ensemble de porteurs, on va dire de leaders d'opinion, dirait-on aujourd'hui, et ensuite vient voir généralement le grand maître ou fait passer le message au conseil de l'ordre de l'obédience, fait passer le message au convent, fait passer le message à un moment ou à un autre dans un rassemblement qui permet véritablement de mettre l'obédience en ordre de marche. Et on voit ensuite, ce réseau maçonnique extrêmement fort qui posera beaucoup de problèmes à Pétain, dans les volontés de radier les maçons de tout le corps public, la chasse aux instituteurs, la chasse aux proviseurs, la chasse aux médecins dans les hôpitaux publics, la chasse aux conseillers régionaux, enfin de ce qui sera l'équivalent des départements créés par Jules Ferry quand même globalement. Il y a donc une emprise dans le bon sens du terme, de la maçonnerie dans la société, porteuse de valeurs publiques, porteuse d'un message public ou du bien public. Le bien public, c'est quoi? C'est la médecine, d'abord, c'est l'éducation, c'est le droit, pour faire simple. Si je prends un exemple que j'ai déjà pris, alors qui est plus tardif, mais qui pour moi est très révélateur, parce qu'il a le mérite d'être extrêmement... Enfin, moi, je me suis plongé pendant longtemps dans les archives, celui de Pierre Simon. Il est beaucoup plus tardif, il est dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Mais il a le mérite parce qu'on a un problème, on a récupéré nos archives, comme vous le savez, comme tu le sais. Il y a quelques années, elles avaient été embarquées à Moscou. Vous connaissez l'histoire, les archives des loges et des obédiences ont été pillées par les forces de Vichy, emportées lors de la fermeture des obédiences et des temples. Elles ont été d'abord utilisées, données
à la Bibliothèque nationale de France où elles ont été traitées, avant ensuite d'être envoyées à Stuttgart, qui était où se trouvait l'Institut supérieur des études nazies, où on cherchait à savoir ce que les maçons pouvaient avoir comme pouvoir supérieur. Bon courage. Mais c'était quand même dans les idées farfelues des nazis et des dignitaires. C'était, vous savez, Hitler cherchait si les lamas tibétains avaient vraiment le pouvoir de l'éviter. Enfin bref, c'était gratiné. Et donc les archives sont parties là. Et puis après, on remontait à Berlin. Et puis à Berlin, évidemment, à la chute du Reich et à l'arrivée de l'armée rouge, elles ont été emportées à Moscou. Pourquoi à Moscou? Parce qu'il y avait beaucoup de Russes blancs qui étaient quelque part installés en France, l'Étoile polaire, à la Grande Loge de France, toutes ces loges dans lesquelles étaient des opposants politiques au régime de Moscou. Donc elles ont été regardées ensuite et puis conservées et rendues il y a seulement une quinzaine ou une vingtaine d'années aux obédiences françaises. Alors, donc, on a encore beaucoup de choses à éplucher. Donc, moi, les archives, en revanche, auxquelles on a accès, sont celles qui, beaucoup plus facilement, ce sont celles qui existent depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces archives, moi, je me suis penché un jour, j'étais à un dîner de la Grande Loge de France, une sorte de dîner officiel que fait chaque année la Grande Loge de France, qui n'est pas mon obédience, mais dans laquelle je suis de temps en temps bien vu. Et j'avais écrit dans un livre du bien du docteur Simon, que je ne connaissais pas bien, mais qui avait été grand maître de la Grande Loge de France, cet homme qui a donc porté plusieurs lois. Et sa fille se présente à moi, qui est chercheuse, pas maçonne, profane, qui est une femme formidable, directrice d'études à l'école des études en sciences sociales, qui a écrit un livre, qui est vraiment une tête formidable, seul défaut de ne pas être maçonne. Donc Perrine Simon, que j'aime vraiment beaucoup, Perrine Simon Naoum, et elle me dit, venez regarder les archives de mon père, parce que je pense que ça vous intéressera de vous pencher sur ce que la maçonnerie a été capable de faire. La maçonnerie masculine, la Grande Loge de France, toujours fermée aux sœurs, capable de faire en faveur du droit des femmes à disposer de leur propre corps. Et là, on voit la méthode qui se met à l'œuvre. C'est simple. Pierre Simon, il est, comme vous pouvez le deviner peut-être à son nom, mais ce n'est pas obligatoire, il naît en 25 juif alsacien, dans une grande famille de juifs alsaciens. C'est la grande tradition des juifs alsaciens de Dreyfus à ce que vous voudrez. Il y a des gens formidables et un côté très républicain, très athée, ou très laïque plutôt, qui est très représentatif de cette population, entre guillemets, de Français. En 40, vous imaginez que si vous avez 15 ans, vous êtes juif, l'avenir ne se présente pas au mieux qu'il soit. Il y a deux possibilités. Il y a une qu'il ne faut absolument pas blâmer, c'est se cacher, prendre la fuite, partir, s'exiler. Et puis il y a ceux qui décident, d'une façon ou d'une autre, de tenir bon à l'adversité. Pierre Simon est envoyé quelque part près de la frontière suisse, dans la montagne, dans une famille où on lui dit de ne pas être juif, de ne pas dire qu'il est juif, et il dit non, c'est trop couillon, et décide de faire passer des enfants, de faire passer la frontière aux enfants, en leur faisant apprendre des enfants juifs. Il leur fait apprendre des noms d'emprunts, et il leur fait apprendre Maréchal de Voilà, qu'il fait chanter en prenant le train, pour passer la frontière. Pour premier acte de bravoure, il le dit très bien, il dit j'avais le choix entre rester les bras ballants, me cacher ou faire quelque chose. En 1945, il hésite, il a 20 ans, il veut être comédien, il est ami d'Émile Marceau, il dit, et puis il aime la médecine, dans sa famille il y a des médecins, et il se dit peut-être les deux peuvent faire du bien à l'humanité, faire rire, distraire, et puis de l'autre côté soigner. Et avant de prendre une décision, il va assister au procès de Nuremberg, parce qu'il veut comprendre ce qui s'est passé. Et il va passer plusieurs mois au procès de Nuremberg comme auditeur, assis dans la salle d'audience, à écouter les bourreaux nazis défiler et les juges américains leur parler. Il ressort de là totalement chamboulé, et il décide de devenir médecin, de se rendre au service de ses frères et sœurs humains. Il fait ses études, il rentre, il est interne et il s'occupe des prostituées à Montmartre, dans un hôpital public juste à côté, et il voit ce qu'est la misère, ce qu'est l'horreur, ce qu'est la contrainte, ce que sont les filles qui avortent pour pouvoir continuer à travailler, ce que c'est que les maladies vénériennes, ce que c'est aussi que les filles qui accouchent toutes seules dans leur chambre de bonne. Et il est avec le dogme des médecins, de ses confrères, de ses pères qui lui disent non, mais il faut enfanter dans la douleur, d'autant plus quand on est une prostituée. Et il sait, c'est un homme ouvert, qu'il existe déjà des méthodes créées par les soviétiques à Leningrad, le professeur Alexeïev, qui ont préparé l'accouchement sans douleur et la possibilité de libérer de ce moment abominable dans lequel on donne la vie en hurlant de souffrance. Ni une ni deux,
il part à Leningrad, il y reste plusieurs mois. Et là, il dit, voilà, il y a deux façons de faire. Soit on assiste impuissant et on dit quelle horreur, ou on décide de faire quelque chose. Il rentre en loge à la même période. Quand il revient de Leningrad, il dit « Je n'avais pas survécu au nazisme et je n'avais pas vu les conneries du stalinisme pour ensuite choisir une religion politique. » Il dit il rentre à la Grande Loge de France et il dit « J'ai trouvé une sorte de juste milieu. » Et de ce juste milieu, il en fait sa première caisse de résonance. Il fait deux choses. Il revient, il apporte la technique de l'accouchement sans douleur à la clinique des Bleuets, qui va ensuite être diffusée en moins de 2 ans dans toute la France grâce à cela. Et il commence à faire sa première planche en loge à la Grande Loge de France, alors qu'il est à peine compagnon, sur l'accouchement sans douleur. Autant vous dire que les frères dans la Grande Loge qui s'attendaient à la pierre brute ou au delta lumineux, on en pris plein les oreilles. Et le bruit s'est fait très vite. Il a été invité à plancher dans d'autres loges, très jeune maçon, il n'est pas encore maître, à plancher, et on le fait venir. Et des gens du ministère de la Santé qui sont des frères le font venir pour plancher. D'abord, parce que c'est une façon plus habile d'écouter son propos. Et c'est un propos d'homme de science, c'est un propos de gynécologue, c'est un propos d'endocrinologue, et qui très vite, par la maçonnerie, rencontre des hommes et des femmes qui leur permettent de créer ce qu'on appellera la maternité heureuse, et qui deviendra ensuite le planning familial, quand ça deviendra plus ou moins légal. C'est-à-dire des groupes dans lesquels on peut répandre, éduquer les pères et les mères, les futurs pères et mères, à avoir une sexualité épanouie, sans pour autant être obligé d'avoir un enfant à chaque fois qu'ils disent « pardonnez-moi » sans voir en l'air. Et ensuite, à choisir le nombre d'enfants que l'on peut raisonnablement éduquer, nourrir dans un ménage, en fonction de ses goûts, de son temps, de ses moyens et de sa catégorie sociale, parce que c'est compliqué. Et il y a donc ce mouvement extraordinaire dans lequel il diffuse par la Grande Loge de France, de planche en planche, de grade en grade, parce qu'il monte et il commence à être élu à différentes délégations, et ce travail scientifique et ce travail de réseautage social. Et puis il y a ce type qui est formidable, qui décide que pour avancer, la maçonnerie c'est formidable, mais évidemment ça n'est pas public. Et donc il dit d'un côté il y a le réseau, et il ne s'en cache pas. Et de l'autre côté, il faut apprendre à communiquer. Donc il va notamment dans la République de Chine, chez Mao, apprendre la propagande de l'enfant unique. C'est décoiffant. Et il dit, j'ai besoin d'apprendre les techniques de propagande. Comment on explique au peuple, aux gens, comment faire pour leur bien, pour l'ensemble de la société. Donc c'est ahurissant comme façon de faire. Et il attrapera, je vais terminer sur ça bientôt, dans sa méthode, il cherchera notamment, quand il passe à l'étape suivante, chaque fois il y a une étape suivante. Dès qu'il a une victoire, il dit qu'est-ce qu'on peut faire derrière. Aucun contentement, on célèbre un soir, on boit du champagne, et dès le lendemain on dit quelle est l'étape suivante. L'étape suivante, après avoir mis sur pied la maternité heureuse et le planning familial, où on parle librement de ce qui est interdit. Pierre Simon est arrêté plusieurs fois, il fait des conférences publiques, il fait des planches en loge. Quand c'est une planche en loge, ça va. Quand il fait une conférence publique dans une mairie, il est arrêté. Parce qu'il prône le droit à la contraception qui est interdit depuis le 14-18, puisqu'il fallait repeupler la France. Donc il y a une loi de propagande antinataliste des années 20 qui interdit de présenter favorablement des contraceptifs, quels qu'ils soient. Le stérilet, la capote, ce que vous voudrez, et évidemment ensuite ce qui va arriver, la pilule, inventée en Californie, tout un tas d'ustensiles qu'il rapporte de ses différents voyages, et qu'il fait ensuite comme dignitaire de la Grande Loge de France, et il dit parce que j'étais pas bien vu des laboratoires médicaux, donc j'avais pas toujours le soutien financier pour aller voyager. Donc c'est assez épatant. Il décide donc, une fois que la maternité heureuse est devenue le planning familial et qu'il y aura 6 millions d'adhérents quand même à cette histoire illégale, qu'il faut faire passer à la contraception. Donc vous le connaissez, c'est Lucien Neuwirth, qui sera le rouage essentiel. C'est très simple, il prend la carte des députés, il regarde qui est maçon et qui est médecin. Et il dit, je ne vais pas chercher un médecin normal, parce que l'ordre des médecins a été créé sous Vichy. Il y a beaucoup de médecins réactionnaires. Et il dit, j'ai plus de chances de trouver un médecin ouvert en regardant les médecins qui sont membres de la Grande Loge de France ou du Grand Orient. Donc il vise, et puis il tombera sur le plus jeune député de France, Lucien Neuwirth, à qui il vend sa cause et qui a besoin par ailleurs de trouver une cause, de s'emparer d'un sujet dont ses confrères ne se sont pas emparés, et qui par miracle en parlera au général de Gaulle. La petite histoire dit que le général de Gaulle était contre, mais qu'il en parle à Yvonne de Gaulle, qui est malgré tout une femme, et qui donc dit qu'il y a quelque chose à réfléchir. Et c'est comme ça qu'il a le feu vert pour présenter à la Chambre
comme plus jeune député, avec Pierre Simon comme conseiller, qui a préparé le texte de loi, qui a préparé le dossier scientifique et qui a préparé les réseaux par les loges. Et on voit arriver cette loi extraordinaire en 1969, donc, qui instaure enfin la contraception libre en France. Dès le lendemain, je vais terminer, Hélène, dès le lendemain, ce que je trouve formidable, c'est qu'il dit, bon, tous ces gens sont prêts, célèbrent la victoire, tous ces réseaux sont en ordre, il devient grand maître dans la Grande Loge de France, à la même époque, et il dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, l'avortement. Et donc, dès 69, il planche au convent, enfin, ça ne s'appelle pas convent, pardonnez-moi, je ne sais plus le terme de l'Assemblée Générale de la Grande Loge de France, mais enfin, peu importe, l'Assemblée annuelle des loges, il met comme thème, pendant 3 jours, l'avortement. Quand même, aujourd'hui, je ne sais pas quelle obédience serait capable de dire, le thème du convent, c'est l'avortement, ou c'est, j'en sais rien, la bioéthique, ou c'est, mais avec un truc très concret, devant une assemblée de 1200 frères, délégués de l'horloge. Donc, et les travaux décoiffent. Et on voit là, d'un seul coup, la Grande Loge de France qui devient un instrument de propagande au service d'une idée, l'avortement. Et c'est comme ça que cette idée magnifique est une idée finalement de droite, entre guillemets, parce que Pierre Simon a parlé avec Mitterrand qui lui dit qu'il est contre, ce que je trouve formidable, au début, Mitterrand changera. Et donc Pierre Simon, qui est très pragmatique, il dit « j'ai été voir la gauche qui est contre, donc je vais voir la droite ». Et il trouvera des idées libérales et des gens qui pensent qu'effectivement le droit à disposer de son propre corps est un droit libéral au sens du libéralisme ou libertarien. Et il trouvera des échos favorables et donc décide finalement d'orienter. Et c'est comme ça qu'ensuite on a un dossier quand Simone Veil, immense femme, arrive comme ministre de la Santé avec un président déjà préparé à cette idée qui fait campagne contre son camp Giscard d'Estaing sur cela. Quand Simone Veil arrive au ministère, c'est pour ça qu'en 3 mois, le dossier passe parce qu'il est prêt. Il est prêt. Donc, seul moment où il a perdu du temps, et il le dit notamment, enfin moi il me l'avait dit, il dit le seul moment où j'ai perdu du temps, c'est quand Boulin est arrivé au ministère de la Santé, qui avait des idées étranges, réactionnaires, etc. évidemment, et il dit et que donc il a chassé les maçons conseillers techniques du ministère, et il dit on a perdu 1 an de travail au début des années 70, mais il dit heureusement Boulin s'est fait dégager, et donc très vite on est revenu, et on a pu reprendre le ministère de la Santé et tout préparer pour que la ministre arrive. Et enfin, ce que je l'ai dit tout à l'heure, en 1974, quand l'avortement passe, les formidables lois sur les VG, Pierre Simon dit c'est très simple, il y a encore des choses. Il n'a pas encore l'idée du droit de mourir de la dignité, mais alors il y a l'idée selon laquelle, par exemple, le don d'organes est interdit. Donc il fait passer la première loi sur le don d'organes en 1976, avec Henri Caillavet, notre frère. Il va chercher un frère du Grand Orient en disant j'ai besoin d'avoir une unanimité de la Chambre, des parlements, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il fait une grande loi sur la transfusion, il fait beaucoup de choses, en continuant inlassablement, et 79, le droit de mourir de la dignité, qui n'est pas passé encore complètement, mais voilà comment on utilise, mais à chaque fois c'est l'idée de construire la science pour la science est formidable, dit Pierre Simon, mais il dit si vous ne le traduisez pas en droit par un texte, ça n'avancera pas, et puis il faut aussi le faire passer dans les esprits, que la société comprenne que c'est son intérêt. Donc il faut faire ce qu'il appelle de la propagande. Et puis il dit il faut que les têtes pensantes soient capables de ne pas s'y opposer. Et donc il dit la meilleure façon, c'est d'utiliser la loge. Alors, vous savez quoi faire. Vous avez des idées. Alors, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même te poser une dernière question. Est-ce que les francs-maçons aujourd'hui sont encore fer de lance de propositions sur des avancées sociales ? Les années 70, c'est assez proche, mais bon, ça commence à dater. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable en loge d'avoir un Pierre Simon qui prend le flambeau, ou sur d'autres thèmes. Et si ça marche pas, pourquoi ? Ça marche peu ou prou, ça marche mal, il faut bien l'admettre. Mais d'abord, beaucoup de choses ont été faites, il ne faut pas se leurrer. Après, on rentre dans des choses très techniques, mais encore une fois, le mariage pour tous, pour moi, est une avancée très importante pour lequel j'ai beaucoup combattu comme avocat et comme militant général, est une chose qui est passée. La PMA pour toutes était une chose importante, je crois, dans le droit à l'égalité. Et est passé, mon grand maître est allé à l'Élysée avec à peu près la totalité des grands maîtres de toutes les obédiences, petites ou grandes, mixtes, féminines, masculines. Tout le monde est allé en disant c'est important. Maçonnerie a changé là-dessus, d'ailleurs, en 10 ou 15 ans. Elle est passée d'une... elle n'était pas homophobe, mais elle n'était pas non plus très, très, très emballée. Elle a toujours eu des homosexuels en son sein, tout un tas de gens, etc. Mais quand même, ce n'était pas son truc. Et elle sait, Henri Caillavet était un frère
hétérosexuels, très avancé sur les questions des droits qu'on dirait LGBT, hein. Il y a eu toujours des figures importantes, mais là, il y a une question d'égalité qui s'est imposée, d'égalité républicaine qui s'est imposée. Et je crois que, sincèrement, hein, le fait que l'Église catholique appelle à marcher contre a beaucoup joué dans la réaction des obédiences pour aller de l'autre côté. Il y a aussi... moi, je pense que le grand débat manquait, mais on le rattrape peu à peu, hein, malheureusement, par la force des événements, c'était la laïcité, qui aurait dû être de l'évidence. Parce qu'on en a été les initiateurs il y a si longtemps, en 1905, que nous avons pensé que cet héritage était acquis et qu'il n'y avait pas besoin de le cultiver ou de le travailler, et nous l'avons laissé se faire prendre, entre guillemets, comme sujet d'abord par Marine Le Pen et ensuite par tout un tas de gens plus ou moins nauséabonds. Et il a fallu que le Grand Orient subisse le pire, qu'on perde Bernard Maris dans les attentats contre Charlie Hebdo. Je ne résume jamais à Charlie Hebdo, je dis toujours Charlie Hebdo, la fliquette de Montrouge pourquoi ? Parce qu'elle est antillaise, que c'est important, et parce qu'elle est policière, et aussi évidemment les clients de l'hypercachère. Hein. Il ne faut jamais, ce qui moi permet de donner un tableau, je crois, complet de ce qu'est la République. Et donc Bernard Maris, membre du Grand Orient, meurt, c'est oncle de Charme, hein, dans l'attentat de Charlie. Le Grand Orient appelle à manifester, évidemment, dès le dimanche, nous sommes descendus à 7 millions, pas de maçons, mais notamment de maçons avec les bannières et les décors. Et il y a là une prise de conscience importante. Je crois que l'année dernière, aujourd'hui... Alors j'ai regretté que hier soir seulement, le Grand Orient, mon grand maître, Georges Sérignac, appelle à se rassembler demain pour Samuel Paty. Peut-être que le message aurait pu passer il y a quelques jours, sans attendre que BFM en fasse la une. Donc, et peut-être que là, la maçonnerie manque un tout petit peu, on va dire, d'élan ou de recul. Moi, j'appuie toujours scié de voir, mais c'est parce que ce sont des machines administratives, parce que si le grand maître d'une obédience ou la grande maîtresse s'exprime, nous sommes les premiers à hurler en disant de quel nom parle-t-il, et puis s'il ne dit rien, on lui reproche, et les plus frileux, on a eu des patrons ou des patronnes formidables, hein, qui ont une personnalité qui leur permet de s'affranchir, on va dire, d'une nécessaire prise de pouls, parce qu'ils savent que l'obédience suivra et que globalement, même s'il y aura toujours quelques esprits chagrins, globalement on avancera. Et puis il y a ceux qui ne sont pas encore très politiques et qui pensent qu'il faut d'abord sonder toutes les loges avant de prendre position dans un débat d'actualité rapide. Il y a le travail de fond, il y a le travail qui prépare. Moi, quand je suis délégué de ma région au Grand Orient et orateur, il y a toujours ce moment où on ricane un peu, quand arrive la question à l'étude des loges, on dit « ah, ça va être pour les apprentis, pour les jeunes frères ». Non, c'est important, parce que ces choses infusent, permettent de faire naître des idées, parce que ces choses rencontrent à un étage supérieur des experts qui les analysent, qui les traitent, qui trient dans les arguments, qui d'un seul coup n'étaient pas prévus et deviennent intéressants, parce que ça permet aussi de mettre une question véritablement dans l'esprit de la totalité des maçons. Ça permet quand même de faire des choses. Après, il y a d'autres méthodes de travail, hein. Il y a des groupes. Vous devez vous inscrire si vous êtes membre d'une obédience. Il y a des questions, il y a des commissions. Il y en a une sur la laïcité au Grand Orient, il y en a une sur le revenu universel. Il y en avait une que moi j'ai présidée sur le développement durable, en essayant d'avoir une articulation un peu réfléchie. Et j'ai toujours dit que le développement durable au Grand Orient, ce n'était pas pour protéger les animaux, ce que serait une chose formidable, mais c'est d'abord de l'humain, notre mission. Hein. C'est comment améliorer le sort de l'humanité. Donc ce n'est pas uniquement résumé à pour ou contre la nature, c'est plutôt comment éviter qu'il y ait des migrants, comme un problème des réfugiés, de migrants climatiques, de migrants politiques, comment éviter 100 000 choses qui sont importantes. Donc il y a un travail qui est fait. On en voit parfois le fruit, où on l'analyse, où on découvre que c'était le travail des loges a posteriori, parce que les obédiences ne communiquent pas nécessairement, aussi de peur d'un seul coup d'avoir des adversaires. Et nous avons eu ces dernières années à des manifs le samedi après-midi des attaques des temples, nous avons eu des menaces de mort, nous avons eu beaucoup de difficultés. Moi je regrette simplement, il y a ce travail de fond dont on peut ne pas parler tout de suite, mais qu'il faut revendiquer ensuite pour faire comprendre, notamment aux plus jeunes membres ou aux profanes qui s'interrogent et qui nous regardent pour savoir ce qu'on fait, leur dire qu'on n'y fait pas que des réunions chaleureuses et fraternelles, mais aussi qu'on essaie de penser, et c'est le but de la maçonnerie, aux autres à l'extérieur, à nous-mêmes, à notre groupe, mais aussi à s'améliorer nous-mêmes et évidemment à améliorer l'extérieur étant la société. Il y a simplement mon simple regret, c'est à chaque fois, il faut attendre l'entre-deux tours de la présidentielle et qu'un démon soit susceptible de l'emporter au second tour, en tout cas soit présenté, pour que d'un seul coup les obédiences
au milieu de l'entre-deux tours, en même temps que le débat sur BFM ou sur France 2 disent « Ah oui, il serait bien de ne pas voter pour Marine Le Pen, de ne pas voter pour Éric Zemmour, de ne pas voter… » Voilà. Je trouve que c'est des choses qui devraient se préparer un tout petit peu à l'avance et que globalement, il y a peu de chances, très sincèrement, enfin je l'espère, que l'on se mette à appeler à voter pour l'Assemblée nationale. Donc comme on le sait déjà et que c'est unanime dans les obédiences, je trouve que ça serait bien de prendre part au débat public en envoyant un message à l'avance, sans attendre d'être les derniers de la société française. Puisque nous sommes les seuls dans lesquels ces gens ne sont pas les bienvenus, nous sommes le dernier endroit de la République où ces gens ne sont pas acceptés et ne sont pas tolérés, où leurs idées ne sont pas tolérables. Nous devons, je le pense, nous avons le devoir de le rappeler, de le montrer, même si cela fâche un petit peu, heurte un petit peu, et de le dire en amont. Moi, je suis fier d'appartenir à la franc-maçonnerie, en ce sens que lorsque je siège au Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, malheureusement, on y admet des débats et des élus qui viennent de syndicats proches de ces officines d'extrême droite. Lorsque je siège dans d'autres instances, on trouve normal qu'ils y soient représentés. Et je trouve heureux d'être dans un espace dans lequel cette pollution violente et de haine n'est pas la bienvenue. On peut débattre en loge de beaucoup de choses, on peut ne pas être d'accord avec ses frères et ses sœurs, c'est là que la construction de la parole, elle sert à ça. Notre méthode maçonnique sert à ça, mais on ne peut pas accepter l'inacceptable. Et c'est pourquoi nous devrions le faire savoir et rappeler qu'il y a un espace dans lequel on peut parler ici, en toute égalité avec les êtres humains à partir du moment où ils acceptent l'égalité des autres êtres humains. J'ai dit. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés, surtout Emmanuel Pierrat. Est-ce qu'on a un temps pour des questions ou non? Non. Ça va être dur. Bon, ouais. Oui, ça va être dur parce que... Alors, une ou deux. Bon, ouais, parce qu'Emmanuel doit... Ah, y a des allez, questions. Emmanuel, je te laisse. Allez, 2 questions. Vas-y. C'est facile à soudoyer un ordinateur de salon. Hein. Oui, bien sûr. Je t'écoute, je vous écoute. Merci bien sûr de vos propos, mais vous avez surtout parlé de ce que la République doit aux francs-maçons en termes d'acquis. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi en termes de fonctionnement? Parce qu'une des critiques qui est faite à la franc-maçonnerie, c'est du rôle qu'elle joue éventuellement et du rôle et de l'influence qu'elle a éventuellement sur le politique. Et on a beaucoup critiqué la 3e et la 4e République. La franc-maçonnerie est un système humain. Hein. Évidemment, à partir du moment où nous sommes capables d'avoir des fruits pourris entre nous et de partir du mauvais côté. Vous connaissez ce film qui s'appelle Force occulte, qui est un film abominable, réalisé par la propagande de Vichy, mais par des frères. Un scénariste et un réalisateur, Marquès Rivière notamment, qui est issu de nos obédiences et qui montre dans ce film de fiction, mais totalement de propagande, qui est assez court, hein, qui fait ça quand ça met 1h05, on voit un député dans les années 30, au moment où il y a eu les médailles, le canal de Panama, l'affaire Stavisky, évidemment, surtout Stavisky, des affaires qui compromettent, qui mélangent la vie des affaires, les réseaux, les loges, avec ce qu'il y a de pire hein, dans la maçonnerie, qui a repensé aux cartes de visite avant de penser même comment va son frère et lui qui est assis à côté de soi, comment va celui qui est absent en loge et dont on devrait s'inquiéter. Il y a cette maçonnerie qui heureusement n'est pas majoritaire mais qui existe. Et il y a donc ce jeune député qui est approché par un frère qui lui dit « tu devrais venir chez nous ». Et sa femme est une blonde arienne qui lui dit « c'est abominable, ces gens sont des magouilleurs, ne y va pas ». Et elle lui dit « mais si, il faut leur faire confiance, il faut être de bonne foi, etc. etc. Ces gens ont l'air de faire des choses intéressantes ». Ce film a été tourné, vous le savez, au Temple Corneloup du Grand Orient de France, une fois qu'il a été fermé par Vichy, par la police française. Hein. Encore une fois, ce n'est pas les Allemands qui demandaient la fermeture des temples. Hein. Et Vichy a toujours été très zélé hein, dans cette matière. Vous savez, Pétain, le grand discours, c'est un juif n'est pas responsable de sa naissance, un franc-maçon est toujours de son choix. Donc, ce film est tourné, mais il est tourné très intelligemment parce qu'il est tourné par des maçons qui voient comment on peut présenter un rituel impeccable, ils mettent des décors, ils utilisent le temple, ils suivent un règle français que je trouve assez approprié, assez bien fait, il est résumé pour un film. Hein, et là où il y a un moment redoutable, c'est que le jeune député initié, la prise de parole des frères pour le féliciter et tu auras 10% chez moi, je vais te mettre en contact avec X et Y et tout tourne à une caricature de réseau commercial. Et en même temps,
on voit bien que c'est pas totalement faux. C'est caricatural parce que ça se passe à découvert pratiquement en quelques secondes, mais il y a quelque chose dont il faut être capable de se prémunir et de ne pas donner des frères ces dernières années ont donné dans le sud-est de la France, puisqu'on est dans le nord, on peut se permettre de taper un peu sur la Méditerranée, mais dans des obédiences, ont eu des dérives et des pratiques qui ne sont pas en faveur de la franc-maçonnerie. Et moi, je suis, comme vous le savez, je suis public, je signe, je ne demande pas aux autres de le faire, mais je trouve important que des maçons prennent la parole en essayant de porter des valeurs qui ne sont pas celles des frères la gratouille, pour faire simple, ou des frères la magouille. Et je trouve dommageable que ces dernières années, nous n'ayons pas assez de porte-parole, si je puis me permettre, de nos obédiences pour contrer et montrer qu'il y a d'autres visages. Et je suis le premier, à chaque fois qu'on me dit la franc-maçonnerie c'est formidable, regardez, Salvador Allende a été initié, je dis oui, on a aussi initié Pinochet. Donc il faut arrêter de faire une vision angélique de ce qu'a été la franc-maçonnerie. Elle est humaine. Et il faut combattre parce qu'elle est humaine. Il faut être particulièrement vigilant chez nous de la façon dont ça se passe. Je suis président d'une fraternelle, qui n'est pas une chose facile, et qui normalement n'est pas admise au Grand Orient, à part la fraternelle parlementaire. Et je trouve, néanmoins, je le suis, je préside la fraternelle de la justice, qui s'appelle le Dîner du Palais, et je veille particulièrement, mais assez bien, parce que mes prédécesseurs l'ont fait, prédécesseurs et prédécesseuses l'ont fait, en considérant que c'est un endroit dont on pouvait parler de nos causes professionnelles, de nos débats, améliorer la justice, améliorer la prison, améliorer le sort des justiciables, qu'on pouvait trouver des correspondants, et c'est toujours plus agréable de parler à un confrère qui est un frère à l'autre bout de Paris, enfin de la France, pardon, plutôt qu'à un type piché dans la mer par défaut. Mais il est hors de question de transformer cet endroit formidable de réflexion en un déballage d'envoi de dossiers et surtout de compromission des juges. Et je me flatte, je suis très heureux de voir que les magistrats qui ne hésitaient à venir publiquement prendre part à nos travaux le font de nouveau, malgré ce qu'on dit dans les médias sur la magistrature, la République, la compromission, etc., la politique. Voilà. Mais c'est en étant vertueux, pas au sens de la morale, en étant vertueux au sens de la vertu et du discours de la vertu, qu'on peut arriver, je le crois, à montrer un autre visage et ensuite à attirer des forces vives et à travailler en faveur du progrès de l'émancipation. Mais c'est compliqué, je te l'accorde, je te l'accorde.